Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de La Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur Internet et ma mission, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées autour des divers sujets du monde canin. Mes invités viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager ma conversation avec Laura et Alexia. Laura et Alexia sont toutes les deux éducatrices comportementalistes canins pour l'association Acadia. Acadia forme des chiens d'assistance pour personnes diabétiques. Dans cette discussion, elles nous racontent leur parcours, nous présentent le fonctionnement de l'association et surtout leur rôle de formatrice +++ pour ces chiens de famille particuliers. De leur réflexion sur le travail de ces chiens d'assistance à l'accompagnement et le suivi solide de l'association lors des remises aux bénéficiaires, vous saurez tout ou presque sur Acadia. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Laura et Alexia. Eh bien bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Super. Eh bien super, je suis ravie de vous accueillir ici dans le studio de La Niche. Bienvenue. On va commencer par les présentations. Qui êtes-vous ? Du coup, moi, je suis Laura Panken, je suis éducatrice près de Lyon depuis 8 ans maintenant. Donc, je fais de l'éducation de base, de la rééducation, de la détection canine aussi, et puis de la formation de chiens d'assistance pour personnes diabétiques avec Acadia. Top. Moi, je suis Alexia, je viens du Nord-Isère. Je suis éducatrice depuis bientôt 4 ans. Ouais. En spécialité, je fais de l'éducation de base, de la rééducation comportementale aussi, de la formation de chiens d'assistance pour le diabète et aussi du travail de chien de refuge. Ok, trop bien. Du coup, aujourd'hui, on est là pour parler de Acadia. Vous représentez l'association toutes les deux. Juste avant de parler plus de l'association, je voulais revenir un peu sur vos chiens. J'imagine que vous vivez toutes les deux avec des chiens. Est-ce que vous pouvez nous les présenter rapidement ? Oui. Alors moi, j'ai Gaïa, qui est une croisée labrador qui vient du refuge de Marennes où j'interviens régulièrement. Et j'ai Bélé et Lucky, donc l'un est un malinois et l'autre est un croisé labrador. Ok, top. Avec moi, j'ai une Eurasier de 8 mois, pleine de vie, qui vient de la SPA de Savoie à Chambéry. Ok, trop cool. On a craqué sur nos chiens de refuge. C'est ça. C'est ça. C'est la rééducation qui foire un peu. Trop bien. Du coup, je voulais revenir un peu sur vos parcours, l'une et l'autre. Quels sont vos parcours ? D'où est-ce que vous venez ? Comment vous êtes spécialisés ? Comment vous avez découvert Acadia ? Du coup, moi, je viens d'un parcours plutôt scientifique. J'ai fait un master en éthologie. Et voyant que le métier ne me correspondait pas forcément, j'ai poursuivi par le côté BP éducateur canin. Donc, je l'ai passé dans l'un. Voilà, et puis après ça, plein de petites formations distinctes. On se forme toute sa vie en éduc, donc j'ai fait beaucoup de choses. La communication canine, j'ai fait la détection canine, des formations de sport canin, voilà, pas mal de petites choses variées. Et puis j'ai intégré Acadia il y a 5 ans maintenant, et c'est une formation qu'on passe sur 1 an, à raison d'à peu près 1 semaine tous les 2 mois passés en centre, plus un travail à côté en parallèle du chien qu'on doit former, et un suivi avec la formatrice. Trop bien, hyper intéressant comme méthode de formation pour rejoindre l'asso. Je ne savais pas que c'était comme ça, c'est cool. C'est avec une formatrice, donc c'est Jennifer Catet, qui a sa propre entreprise de formation de chiens d'assistance aux États-Unis et qui a permis de former les éducateurs d'Acadia. Trop bien. Ok, et toi Alexia ? Alors moi, j'ai un parcours qui vient du soin parce que je suis aide-soignante. Je le suis toujours encore un petit peu aujourd'hui. Ma première envie, ça a été de soigner un petit peu autrement. D'où aujourd'hui que je suis à Acadia qui correspond bien à ce projet-là de base. Et j'ai découvert du coup le BP éducateur canin et je me suis dit que c'était totalement ce qui me correspondait pour pouvoir
associer la passion des animaux et le fait de travailler avec l'humain, qui est hyper important et hyper intéressant dans notre métier. Donc j'ai fait le BP éducateur canin également. J'ai fait des petites formations, aussi des petits stages à côté pour, comme disait Laura, rester au goût du jour et toujours apprendre plus. Et je suis à Acadia depuis 3 ans maintenant. Et effectivement, en fait, sur la formation, elle se fait en théorie et en pratique, où on forme notre premier chien en étant en formation. Ok. Et donc, du coup, à ce moment-là, pour faire votre formation à vous, vous accueillez un chien chez vous pour le former, c'est ça ? On accueille un chien, donc soit issu de filière de l'assistance, qui est réorientée, parce que ses compétences correspondent plus à Acadia, ou alors des chiens issus de refuges ou d'associations qu'on récupère chez nous, qui vivent avec nos chiens dans nos foyers, et puis qu'on forme du coup au futur métier de chien d'assistance pour personnes diabétiques. Ok, trop bien. Bon, du coup, on va passer directement à la présentation de l'association, si ça vous embête pas, comme ça on n'empiète pas trop sur le sujet. Du coup, qui se lance pour nous présenter Acadia ? Je vais me lancer. Tu connais bien, ça fait longtemps. Du coup, Acadia, c'est une association qui a été créée en 2015. Donc, c'est Solène Grivola et Arnaud Bertrand, c'est un couple qui ont un enfant diabétique et qui cherchaient des solutions pour accompagner au mieux leur enfant. Ils ont connu les chiens d'assistance pour personnes diabétiques, mais en sachant que ça existait uniquement à l'étranger et pas en France. Et du coup, plutôt que de juste aller chercher entre guillemets un chien à l'étranger, ils ont voulu permettre l'accès à d'autres personnes en France d'avoir ces chiens-là. Donc ils ont créé l'association pour ça. Et c'est de là qu'est né Acadia. Donc après, Acadia se développe au fur et à mesure des années en faisant appel à de plus en plus d'éducateurs, de plus en plus de salariés aussi. Ok, trop bien. Donc du coup, on est sur des chiens qui ont vocation à être mis à des personnes diabétiques, c'est ça ? Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des bénéficiaires d'Acadia ? Alors, Acadia, actuellement, elle a pour vocation de, effectivement, remettre des chiens d'assistance, mais à des enfants ou à des jeunes adultes qui se dirigent vers l'autonomie. Le chien, il va avoir comme rôle soit de soulager un petit peu les parents, soit d'aider le jeune à pouvoir quitter le foyer familial malgré les inconvénients et les risques du diabète. Ça va vraiment aider en ce sens-là. C'est actuellement comme ça. Pour l'instant, c'est pour les jeunes et les enfants. Ok, trop bien. Donc du coup, comment ça fonctionne ? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des chiens qui passent par Acadia ? D'où est-ce qu'ils viennent ? Ça a commencé, Laura, à nous dire qu'ils pouvaient venir de différents horizons. D'où est-ce qu'ils viennent ? Comment est-ce qu'ils sont sélectionnés ? Comment est-ce qu'ils sont formés ? Alors, on les sélectionne déjà sur des critères d'âge. On les prend entre 1 an et 3 ans. Pourquoi 1 an ? Parce que le tempérament, il est déjà plutôt fixé, que ça nous permet de voir tout simplement si le chien va prendre du plaisir à faire ce travail-là et s'il va être motivé et à l'aise là-dedans. Et puis, on se fixe une limite de 3 ans, tout simplement pour que le chien il puisse être remis longtemps en tant que chien d'assistance, puisque c'est un gros investissement de temps et d'énergie et d'argent aussi de former ces chiens-là. Ouais. Voilà, au niveau de la sélection, on va aussi prendre des chiens qui sont évidemment en forme physique. Et en termes de comportement, on va sélectionner des chiens qui sont très proches de l'humain, qui aiment la présence de l'humain, qui vont rechercher ça, qui vont être plutôt à l'aise avec les congénères, plutôt à l'aise aussi dans des nouveaux environnements, puisque ce sont des chiens qui seront amenés à fréquenter des lieux publics, donc potentiellement des supermarchés, des centres commerciaux, voilà. Même si on s'adapte quand même au profil du chien, on ne demandera pas à un chien qui n'est pas fan de la foule d'être dans une famille qui va l'emmener tous les jours au centre commercial. Mais plus il a ces aptitudes-là et plus il peut être flexible après dans le temps pour mieux vivre sa vie en tant que chien d'assistance. Et globalement, on va aussi prendre des chiens qui ont une forte capacité à rebondir. C'est-à-dire qu'ils peuvent être un peu sensibles, mais il faut qu'ils aient une capacité à se remettre de leurs émotions assez facilement, même si on les entraîne au fur et à mesure, mais il faut une bonne base solide, bien sûr, parce qu'on ne change pas le chien à 100%. Oui, il faut déjà qu'il y ait une petite résilience déjà de base, j'imagine. Ouais. On cherche aussi des chiens qui ont un tempérament gourmand, parce qu'on travaille tout à la nourriture. Donc ça va vraiment nous aider pour la motivation au travail et la motivation aux alertes. Ouais, ok. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le fonctionnement, quel est le rôle de ces chiens, qu'est-ce qu'on leur apprend finalement, et quel est leur rôle auprès des bénéficiaires ?
Alors, le rôle, ça va être de détecter quand la personne ou quand le jeune, il est en hypo ou en hyperglycémie. Donc, ça veut dire quand le taux de glucose sanguin va être soit trop haut, soit trop bas. Ok. Il va sentir ça et il va venir alerter. Ce qui va permettre, en parallèle de la technologie qui accompagne les personnes diabétiques, ça va permettre de pouvoir réagir plus tôt. Ok. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir soit se resucrer plus rapidement, soit avoir de l'insuline plus rapidement et d'avoir des variations qui sont plus basses, quoi. Ok, d'accord. Oui, c'est ça. Globalement, l'idée, c'est vraiment que le chien repère les variations, donc la personne reste tout simplement moins longtemps en hyper ou moins longtemps en hypo, ou alors même qu'il anticipe les crises. Et c'est ce qu'on se rend compte, c'est que souvent les chiens, ils arrivent quand même à repérer une quinzaine de minutes avant les appareils. Donc du coup, la personne a des variations beaucoup moins importantes sur la journée. Et ce qui fait qu'il y a un meilleur état général, tout simplement, au fur et à mesure des mois, quoi. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que le diabète de type 1 ? C'est une maladie en fait où le pancréas ne fonctionne plus, c'est-à-dire qu'il n'est plus en capacité de produire de l'insuline pour réguler le taux de sucre par exemple. Donc on est vraiment loin un peu des clichés du diabète qui font que c'est une maladie un peu méconnue où on dit juste en gros il faut faire du sport et manger sainement. On en est très très loin. C'est des possibilités d'aller jusqu'au coma, voire ne pas se réveiller du coma et décéder. Donc c'est vraiment une maladie qui est très très lourde, qui demande une énorme gestion aux diabétiques mais aussi à l'entourage. Donc c'est vraiment une maladie où finalement les conséquences sont méconnues et elles sont particulièrement lourdes de conséquences par contre pour tout le foyer. Et c'est une maladie dont on ne guérit pas aujourd'hui. Oui. Ok, ouais, c'est important. Voilà. Il y a la technologie qui fait que ça, c'est de mieux en mieux aiguillé, guidé et encadré, mais effectivement, on n'en guérit pas, quoi. Ok. C'est hyper intéressant déjà sur le, sur le format, enfin, se rendre compte déjà de ça, de cette capacité-là, je trouve ça fou, c'est super. Et c'est cool de se dire qu'on peut former des chiens et pas forcément que des chiens sélectionnés pour l'assistance à la base. Parce que donc, du coup, c'est ce que vous étiez en train de dire. Au départ, les chiens, ils peuvent venir donc, du coup, de différents horizons, c'est ça ? Oui. On a des chiens qu'on peut sélectionner en refuge ou d'association. Donc, on va rechercher vraiment les mêmes compétences, peu importe qu'ils viennent des filières de l'assistance ou du refuge ou des associations. C'est juste que le travail, parfois, n'est pas le même. Des chiens qui viennent déjà de filières comme les chiens guides, ils ont une base, ils ont déjà été habitués au lieu public, par exemple. Un chien de refuge, c'est assez rare. Donc forcément, l'investissement n'est pas le même. Mais parfois, on a des chiens de refuge qui sont moins inhibés, plus volontaires, plus curieux, moins formatés, on va dire, et du coup, qui sont extrêmement performants dans l'apprentissage des nouveaux comportements. Et là où on va gagner du temps, par exemple. Donc c'est vraiment variable d'un chien à l'autre. Ok. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au niveau de la loi sur le chien d'assistance, on a aussi des critères, on va dire, qui nous limitent. Ça va être des critères de taille. On ne peut pas avoir un chien ni trop petit ni trop grand et on ne peut pas à l'heure actuelle avoir des chiens catégorisés. Mais tous les chiens en théorie seraient capables d'avoir cette capacité olfactive de détecter les hypos et les hyperglycémies. Ouais, c'est ça qui est fou aussi avec les travails de détection et tout ce qu'on sait maintenant sur l'olfaction, c'est qu'ils en sont tous capables, quoi. C'est ça qui est fou. Ouais. C'est ça qui est top. Ok, trop bien. Et du coup, au niveau de la formation, donc, qu'est-ce qu'ils apprennent en fait globalement les chiens ? Qu'est-ce que vous leur apprenez si ce n'est ces compétences de vie, de famille et de vie d'accompagnant, on va dire, un peu plus que le chien de famille, on va dire. Mais sur le justement repérer le diabète, qu'est-ce qu'ils apprennent finalement ? C'est une trentaine de comportements en tout. Vraiment d'éducation, on en a une vingtaine et une dizaine qui est vraiment liée au diabète. Ok. Donc on va avoir le fait d'appuyer sur un bouton pour sonner l'alerte la nuit et réveiller les parents. On va avoir la détection des variations. Donc là, en fait, ce sont des échantillons qui sont prélevés sur les personnes en crise d'hypoglycémie. Et on apprend au chien à discriminer ces échantillons parmi d'autres, à les marquer notamment par un certain comportement. Et puis ensuite, on lui apprend, quand il repère cette odeur-là, à mettre des coups de museau sur la jambe, le bras du bénéficiaire, l'épaule, peu importe. Et c'est cet enchaînement-là qu'on va leur apprendre. L'odeur est suivie ce qu'on appelle, nous, un poke, les coups de museau. Ouais. Et éventuellement le bouton. C'est-à-dire que dans le pire des cas, si par exemple la personne ne se réveille pas à cause d'une crise trop importante,
le bouton permet d'alerter quelqu'un d'autre. Puisque faut dire que le diabète est encore un peu méconnu, mais c'est pas seulement une question d'alimentation ou autre. En tout cas, pas celui sur lequel on travaille, qui est un diabète de type 1. Ouais, ok. En termes de chiffres, j'ai pas trop idée du nombre que ça représente de personnes qui pourraient être concernées par ça. Et en termes de remise de chiens dans des familles à des bénéficiaires, ça représente quoi, du coup, ce que vous faites ? On a à peu près une centaine là, de dossiers en attente. On en reçoit tous les ans. On remet une dizaine de chiens par an actuellement, puisqu'on est 9 formateurs à pouvoir accueillir un chien. Donc voilà, c'est le rythme que l'association s'est fixé. On aimerait techniquement pouvoir en remettre plus, mais comme les chiens sont aussi au domicile, c'est compliqué. On a tous des chiens, donc c'est ça qui va aussi nous limiter un petit peu. Ouais. Et puis, c'est aussi qu'aujourd'hui, la loi, elle encadre la remise de chiens d'assistance. C'est pas comme aux États-Unis où le chien il peut être vendu. Nous, en France, il est forcément donné. Donc, l'association, elle ne vit que par des dons et des mécénats. Et sachant que former un chien, ça coûte cher. Et c'est ce qui limite aussi aujourd'hui le nombre de chiens qu'on remet. Ok, bah oui, j'imagine que c'est très limité par ça, ouais. Et vous, quand vous accueillez des chiens chez vous pour les former, il reste combien de temps en moyenne ? C'est entre 5 mois dans le cas où c'est vraiment le plus rapide, jusqu'à 10 mois en général. Waouh, c'est chouette. Émotionnellement, ça va être intense aussi, j'imagine. Oui, de faire ce travail. Ouais, oui, parce que c'est un accueil, mine de rien, d'un nouvel être qui prend de la place, qui a son tempérament, qu'il faut intégrer au foyer, auquel on s'attache, où on projette aussi le meilleur placement possible. Donc tout ça en faisant en sorte que les bénéficiaires soient le plus contents possible aussi de la relation qu'ils vont créer. Donc c'est assez riche émotionnellement, Acadia, oui. Ouais. Ok, je vois. Est-ce que vous voulez nous présenter peut-être un chien en particulier que vous avez formé, qui vous a marqué ou qui pourrait illustrer un peu ce travail-là ? Oui. Après, ils nous ont tous un peu marqués à leur manière parce qu'ils ont tous des tempéraments qui leur sont propres et on a vraiment tous des expériences avec eux vraiment différentes. Pour ma part, je vais parler du coup de Kaline parce que c'est une chienne qui a été sélectionnée en refuge du coup dans le 42. C'était le refuge de Saint-Pal. Donc c'est une bénévole qui avait repéré cette chienne et qui connaissait un petit peu le fonctionnement d'Acadia et qui avait décidé de nous présenter son profil. Du coup, ça s'est passé par une série de tests où je suis passée au refuge, où j'ai regardé un petit peu sa capacité à apprendre, son relationnel à l'humain, son relationnel aux congénères. Voilà, donc c'est des tests qui sont assez poussés. Ce qu'on fait, ça dure assez longtemps. Et puis elle s'est montrée très motivée, très désireuse d'apprendre. Voilà. C'est une chienne que j'ai gardée du coup quasiment 1 an. Jeune chienne, c'était une croisée berger. Donc croisée berger d'1 an, donc forcément avec ce qui s'ensuit, donc un peu immature, excitable, envie de tout apprendre, tout découvrir. Donc c'est une chienne qui a nécessité un peu plus de temps de travail, mais je peux pas dire en termes d'apprentissage parce que c'est vraiment une chienne qui apprend très très vite. Mais par contre, elle avait juste besoin de découvrir plein de choses. Le passé était aussi inconnu, donc voilà, il fallait investir du temps en tout cas sur elle. Et elle a été remise du coup à une jeune adulte qui est dans la vingtaine, qui est sportive, dynamique. Et voilà, on a fait en sorte que le binôme colle le mieux possible. Trop bien. Ça doit être hyper difficile de choisir, en connaissant aussi bien le chien, parce que c'est vrai que quand, sur le travail des refuges ou des associations, c'est vrai que ils ont une connaissance limitée du chien finalement et de la famille, donc c'est faire matcher sur des trucs qui sont pas très très connus, alors que là du coup tu connais vraiment très bien le chien et donc tu as une idée très précise de la famille derrière, quoi. C'est vraiment le point qui nous a fait nous aussi vraiment intégrer Acadia en étant ravis, parce que les chiens on les connaît très bien. Ouais. Et il y a aussi le fait que le chien soit pas en boxe et partage la vie quotidienne, c'est déjà un super plus, mais aussi on les connaît très bien et du coup on peut sélectionner au maximum une vie qui leur fera plaisir et qui leur correspondra le mieux possible. Ouais, carrément. Ce qui est aussi le cas en cas de réorientation, ou quand on a des chiens, on se rend compte que la vie de chien d'assistance n'est pas faite pour eux, ils y prendront pas plaisir. Cette notion, elle est importante pour nous. Le fait que le chien il ait été chez un éducateur pendant tant de temps, ça permet aussi un replacement qui est pertinent, parce qu'on connaît très bien les chiens et on les connaît aussi de notre regard professionnel et personnel, quoi. Ouais. Ah, c'est chouette.
Ok, et toi Alexa, du coup, tu as un chien à nous présenter. Moi, je vais vous présenter Ragnar, que j'ai en ce moment. Donc, ça fait un peu plus d'un mois qu'il est à la maison. C'est un labrador de 2 ans et demi qui est réorienté. Donc, lui, pour le coup, des chiens guides de Paris, de l'école des chiens guides de Paris. Ok. Son motif de réforme, c'est un chien qui a une podosensibilité au niveau de tout ce qui est plaques de travaux ou plaques d'égout et qui du coup, plutôt que de traverser, contournait. Et ce qui n'est pas possible quand on accompagne un non-voyant. On ne peut pas l'emmener sur la route pour éviter une plaque. Et par contre, sur le reste, il était quasiment en fin de cursus. Donc c'est un chien qui correspond vraiment aux critères qu'on cherche, nous, pour l'association Acadia. Voilà, donc c'est un labrador, donc même s'il a 2 ans et demi, c'est un gros bébé, assez juvénile, plutôt calme et posé, qui se fatigue assez vite. Donc là, pour le coup, l'enjeu, ça va être aussi de travailler un petit peu son endurance, qui est très motivé au travail et qui là, pour l'instant, en un mois, c'est vraiment la phase où on le laisse découvrir un petit peu ce nouvel environnement qui est mon foyer, mon environnement. Et un petit peu prendre confiance. Et on commence tout juste le travail. Donc c'est une période qui est assez intéressante parce qu'on découvre un petit peu ces chiens qui des fois sortent un petit peu de leur coquille, quoi. Ouais. Donc c'est chouette. Ce que je trouve cool dans la mission d'Acadia, c'est effectivement de prendre des chiens qui ont soit pas eu de chance, soit qui n'ont pas encore connu de cellules familiales comme nos chiens de famille et qui sont destinés à en intégrer une après pour le restant de leur vie. Et ça, je trouve ça chouette. D'ailleurs, est-ce qu'ils restent jusqu'à la fin de leur vie dans leur famille ? Oui, c'est le but. Alors après, nous, l'association étant relativement jeune, on n'a pas encore de chiens retraités. Ouais, ok. Mais par contre, c'est le but. C'est-à-dire qu'en gros, les chiens sont au nom de l'association toute leur vie, histoire que Acadia, quoi qu'il arrive, elle contrôle, entre guillemets, de la situation. Ouais. Par contre, arrivé l'âge de la retraite, le bénéficiaire adopte le chien et il va jusqu'au bout avec lui. C'est le but. Ok. Et donc, du coup, ça transitionne parfaitement, j'avais prévu ça, Super. vers le sujet que je voulais amener, notamment par cet épisode, parce que c'est quelque chose, on en avait parlé à Alexia en préparant cet épisode, qu'il y a beaucoup d'a priori sur les chiens d'assistance, parce que c'est les chiens qui sont au travail pour l'homme, pour l'humain, et ça pose plein de questions éthiques, philosophiques, qui sont hyper intéressantes, hyper pertinentes. Donc j'imagine que vous avez bien potassé la question. Oui. Et du coup, effectivement, quand tu soulignes le fait que les chiens peuvent arriver à un moment donné à l'âge de la retraite, ça sous-entend qu'ils ont travaillé avant. Dans quelle mesure ces chiens sont au travail ou pas dans leur mission quotidienne d'accompagner un bénéficiaire ? C'est vraiment une question qui est importante et on s'est tous posé la question en intégrant Acadia que ça corresponde à nos valeurs. Donc ça, c'était vraiment important. Ce sont des chiens avant toute famille, ça on insiste énormément dessus. C'est des chiens dont on est extrêmement exigeant sur la qualité de vie, c'est-à-dire au-delà ne serait-ce que d'avoir des temps de balade, ce qui est très classique. Ouais. Alors, on aimerait que ce soit plus classique pour tout le monde, mais voilà, respecter vraiment l'espèce chien en tant que telle. On demande aussi à ce que les besoins soient très individualisés. Donc par exemple, on ne va pas chercher la même famille pour Ragnar qu'on a pu trouver pour Kaline. On va rechercher, si c'est un chien qui aime nager, on va rechercher une famille qui permet cet accès-là. Si c'est un chien qui a besoin de beaucoup de rencontres congénères, on va axer là-dessus. Donc effectivement, ce sont des chiens de compagnie avec une très haute qualité de vie, tout simplement d'un point de vue éthique, mais aussi si on veut un chien qui travaille comme il faut aussi un chien qui soit épanoui et heureux. Et c'est important et il ne faut pas l'oublier. Il n'y a aucun intérêt à former un chien d'assistance qui n'est pas bien dans sa vie. Il sera d'autant moins performant. Donc il y a cette partie-là, et il y a une partie qui est exigeante quand même pour les chiens et qu'il faut souligner, c'est que le fait qu'ils soient en permanence avec une personne diabétique, ça veut dire que l'odeur est susceptible d'apparaître à n'importe quel moment, l'odeur qui derrière va entraîner un comportement d'alerte. Donc ils sont dans leur quotidien et de temps en temps il y a ce signal qui arrive et qui entre guillemets les met au travail. Et puis après ils repartent dans leur vie de quotidien, ils vont refaire leur sieste, ils vont se repromener avec les copains, ils vont sauter dans l'eau et puis d'un coup l'odeur revient et de nouveau il y a ce travail-là qui est en marche. Et à côté de ça, il y a des sessions où ils vont effectivement dans les lieux publics accompagner leurs bénéficiaires ou potentiellement il y a encore des alertes à ce niveau-là. Mais c'est toujours sous contrôle d'Acadia, c'est-à-dire qu'on n'attend pas du tout des chiens qui passent la journée dans les centres commerciaux
qu'ils alertent leur propriétaire le soir en rentrant, et puis derrière que la nuit, il faut encore se réveiller pour aller alerter les propriétaires. C'est pas du tout ce qu'on souhaite, et on est très au clair avec les bénéficiaires là-dessus, que ça reste avant tout des chiens, et qu'ils ont besoin de leur temps de repos, leur temps de balade, que leur spécificité soit respectée. Et c'est un discours qu'on tient beaucoup et qui est très entendu par les familles, puisque ce sont souvent des gens de toute façon qui voulaient un chien à la base, qui ont quand même un minimum conscience de ce qui les attend, et puis qui en plus sont formés derrière pendant plusieurs jours pour apprendre à respecter tout ça. Ok. Il faut savoir qu'en fait, cette odeur, pour eux, c'est vraiment une opportunité d'avoir un petit jackpot, ça peut être une petite knacky ou ça peut être un bout de poulet. Donc voilà, ça reste vraiment un signal, juste « Oh, trop chouette, je vais pouvoir aller chercher mon petit bout de knacky ». Après, effectivement, quand ils sont, comme le disait Laura, quand ils sont vraiment en milieu public où là, il y a une certaine exigence au niveau de l'éducation, là, on peut parler de moments de travail. Il faut savoir aussi, ce qui est important de souligner, c'est qu'à Acadia, on n'autorise pas un enfant, par exemple, qui est en primaire, d'emmener son chien à l'école. Ouais, c'est la question que j'avais posée aussi. Où est-ce que va le chien? C'est ça. Après, ça peut être autorisé sur, par exemple, la fac, il me semble. Oui. Potentiellement... à partir de 16 ans, si le jeune est suffisamment mature pour conduire son chien et que le chien a le tempérament, il peut commencer à l'accompagner sur les temps scolaires. Okay. Mais en dessous, c'est pas pertinent. Et du coup, le chien, il est à la maison, dans son quotidien, avec parfois les parents qui sont présents, les frères et sœurs. Voilà. C'est aussi des temps de repos que les chiens ont. Et si, par exemple, on se rend compte sur un chien qui accompagne le jeune au lycée ou à la fac, on a une baisse au niveau des alertes ou une augmentation de signaux de stress, ça va être suivi avec l'éducateur et on peut potentiellement demander au jeune de moins l'emmener, de peut-être plus l'emmener, de l'emmener que quelques jours, etc. Pour rester sur ce sujet du chien qui serait au travail ou pas, se pose la question de à quel point le chien est en alerte en fait, pour faire son travail ou pas, ou est-ce qu'il arrive à décrocher et passer dans sa vie de famille. Est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais ajouter là-dessus? Alors, en fait, faut se dire que c'est vraiment une occasion pour lui. Donc, c'est par exemple, si moi, personnellement, je suis fan de raclette, j'adore l'hiver pour ça. C'est comme si, alors quand on sort l'appareil à raclette, je suis ravie, je suis trop contente. Donc, c'est un peu la même chose, mais pour autant, je suis pas toute ma vie en alerte. Quand est-ce qu'on sort l'appareil à raclette? Quand est-ce qu'on sort l'appareil à raclette? Donc, tu n'attends pas devant le placard? Non, je t'assure que non. Mais du coup, l'idée, c'est ça, ils vont être contents quand ils vont sentir l'odeur parce que pour eux c'est une occasion. Pour autant ils sont pas focus là-dessus, à réfléchir là-dessus toute la journée. Quand est-ce que ça va sentir? Ouais. Nos chiens ne sont pas affamés, donc et comme on disait, ils ont des besoins qui sont remplis, donc il n'y a pas d'obsession là-dessus. Pour eux c'est vraiment juste une occasion. Donc à partir de là, je pense pas qu'il soit en éveil de travail là-dessus. Comme on le disait, vraiment le chien qui va être concentré au travail, ça va être plus lors des accès au lieu public où on lui demande une certaine rigueur, de rester bien au pied, de prendre pas trop de place, de rester concentré. Ouais, mais c'est intéressant parce qu'en fait cette question elle peut même se poser, là elle se pose dans le cadre là parce qu'on considère que le chien... on dit que le chien est au travail, mais en soi, n'importe quel chien éduqué en méthode positive avec de la knacky, on pourrait se poser la question, tu vois, à quel moment est-ce qu'il attend sa knacky toute la journée, ou est-ce qu'en fait, c'est juste des occasions, tel comportement entraîne telle récompense. C'est une question très intéressante dont on pourrait parler des heures. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Et du coup, je voulais revenir sur une question intéressante qui était l'accompagnement, comment Acadia accompagne une fois la remise faite. J'imagine que le chien n'est pas laissé comme ça avec la famille et débrouillez-vous, salut. On se revoit un jour. Comment ça se passe l'accompagnement? Comment se passe l'accompagnement? Comment se passe la remise? J'imagine que vous êtes impliqué à l'avant-remise sur l'aspect formation, mais j'imagine que vous suivez aussi l'après. Comment ça se passe? L'éducateur référent, il suit son chien au minimum 6 mois avec son binôme. Ok. Donc là, c'est vraiment du temps de présentiel s'il faut, c'est-à-dire qu'on est amené à se déplacer. Sinon, c'est au minimum des suivis Skype avec des suivis de séances d'entraînement, un point sur comment chacun se sent, comment le chien évolue, les sorties qu'ils ont pu faire, les activités qu'ils partagent ensemble.
Et ce suivi-là, il est maintenu autant de temps qu'il est nécessaire. Si le binôme il avance très bien, qu'il n'y a pas de grosses difficultés, on a une éducatrice référente qui prend le relais et qui, elle, s'occupe de tout ce qui est suivi après les 6 mois. Et du coup, forcément, le binôme roule mieux, donc les suivis sont moins exigeants, moins réguliers. Et puis, si tout va bien et que tout roule, effectivement, on les retrouve au minimum une fois par an en centre pour vérifier comment le binôme évolue. Ils passent leur test d'accès public pour vérifier que le binôme fonctionne toujours bien en public, que le niveau d'éducation est correct, que le bien-être du chien est correct, que l'émotionnel du binôme est correct. Et c'est au minimum, du coup, une journée par an, après la première année. Ok. Et du coup, je crois à la remise, il y a aussi un temps de stage, c'est de formation pour les bénéficiaires. La remise, elle dure 10 jours. Alors, c'est 10 jours très intenses pour tout le monde. Et sur ces 10 jours-là, effectivement, donc on va accompagner les familles sur la découverte et comment maintenir ces 30 comportements dont on parlait, que ce soit de l'éducation ou de l'alerte. Et ça va être aussi des petits ateliers qui vont sensibiliser et informer les bénéficiaires sur les besoins du chien, les besoins fondamentaux, la communication canine, aussi la prévention morsure. Vraiment, c'est une remise qui se veut très globale sur comment accueillir un chien à la maison et comment faire en sorte qu'il soit bien dans ses pattes, dans ce nouveau foyer et que tout se passe bien. Parce que c'est quand même pas anodin d'accueillir un nouveau membre. C'est des chiens où il y a beaucoup d'attentes aussi qui sont souvent mis dessus. Donc, c'est tout ça à gérer et à accompagner au mieux ces nouvelles familles formées entre poilus et bipèdes sur ces 10 jours-là. Ok, trop bien. Et ouais, donc du coup, dans tous les cas, au minimum, le chien... Enfin, Acadia revoit les chiens une fois par an, quoi. Tout à fait. Pour un suivi... Ouais, ça, c'est cool. Du coup, donc, c'est pourquoi vous êtes là. C'est parce que Acadia s'inscrit quand même dans une démarche d'accompagnement en méthode positive, en renforcement positif, et que je sais que le bien-être des chiens est particulièrement respecté, et vous en avez parlé un petit peu jusque-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus ? Oui, c'est basé sur les méthodes positives. Donc, nous, l'exigence qu'on a en s'appuyant là-dessus, c'est d'avoir une lecture fine des comportements. Ça, c'est obligatoire. Connaître un petit peu la source des comportements, l'origine, respecter les besoins de l'espèce canine d'une manière générale, mais aussi de l'individu. Et puis, c'est chercher la motivation au travail en particulier et ne pas utiliser la contrainte, notamment pour tout ce qui est éducation de base et travail de l'alerte, pour que le chien ait une réelle motivation à travailler, prenne du plaisir et ne soit tout simplement bien dans son quotidien, créer un lien de confiance avec son éducateur et puis plus tard son référent diabétique. Ce qui est important dans ce cadre de chien d'assistance pour personnes diabétiques, c'est qu'il faut qu'on ait un chien qui soit capable de désobéir. Et ça, la méthode positive permet ça. Parce que si on demande au chien d'aller à sa place et que là, d'un seul coup, il y a une hypo ou une hyperglycémie, il faut qu'il soit capable de sortir de sa place pour venir alerter. Donc, on a besoin de chiens qui n'aient pas peur de se tromper. Ouais, et ça, qui osent. Ouais. Et donc, il ne faut pas punir au travail, notamment. Alors, c'est délicat de rentrer dans les détails de cette question, mais je trouve ça hyper important ce que vous soulevez là. C'est-à-dire qu'effectivement, un chien qui est bien dans ses pattes, à qui on laisse du choix, de l'initiative, il va pouvoir prendre des initiatives justement et il va être en capacité de le faire. On parlait de résilience aussi, en tout cas cette capacité à justement à désobéir, à prendre des initiatives, elle est hyper intéressante. J'imagine que vous la travaillez vous aussi dans votre formation. Est-ce qu'il y a des chiens qui pourraient ne pas rentrer dans ces critères-là du fait de leur histoire, de leur vécu et de leur capacité justement à prendre ces initiatives-là ? Oui, ça peut arriver. Alors, parfois, le passé, il est inconnu, donc on ne peut pas rejeter la faute sur quoi que ce soit. C'est aussi le tempérament du chien. Il y a des chiens qui, naturellement, sont un peu plus introvertis. L'expérience de vie fait que l'introversion va encore augmenter. Mais effectivement, ces chiens-là, on peut les pousser au travail, entre guillemets, leur donner envie, les motiver, mais la nature est comme elle est. Et un jour ou l'autre, potentiellement, ils auront peut-être une appréhension à aller alerter, du stress qui peut s'accumuler sur du quotidien parce qu'ils ratent des alertes et qu'ils n'y arrivent pas, ils se stressent. C'est pas pertinent de garder ces chiens au travail tout simplement pour eux et aussi pour une efficacité du binôme. Donc effectivement, il y a des chiens qui ne peuvent pas faire ça parce qu'ils n'ont pas cette
cette résilience et cette capacité à prendre des initiatives, même en travaillant en éducation, et c'est complètement OK. C'est des chiens qui peuvent être des super chiens de famille et qui seront beaucoup plus épanouis sans cette pression, entre guillemets, qui ne leur correspond pas, en fait. Ouais, OK. Et j'imagine que les méthodes éducatives jouent beaucoup. Aujourd'hui, on sait que principalement, ça joue là-dessus, sur le fait d'être bien dans ses pattes ou pas, et sur ce qu'on apporte. J'imagine, est-ce que vous avez déjà rencontré des chiens que vous avez commencé à former et sur lesquels vous vous êtes rendu compte que ça marcherait pas pour ces raisons-là? Oui, c'est arrivé. Alors, pas tous les éducateurs, mais certains, oui, ont déjà eu des chiens où, effectivement, au bout de 2-3 mois, même en offrant une belle qualité de vie et tout ce qui va avec, le chien, il n'a juste pas envie, en fait. Ça lui plaît pas, ça lui demande trop d'efforts, trop de prise d'initiative et ça lui correspond pas. Donc, effectivement, ça nous est déjà arrivé. Et d'ailleurs, j'ai en tête un chien qui a travaillé un moment qui s'appelle Chopin, qui a été conduit par Bastien Marché pendant un moment et qui l'a super bien fait évoluer. Et ce chien, aujourd'hui, il est très, très bien placé, pas en tant que chien d'assistance, mais en tant que chien de famille. Et le propriétaire est juste super heureux d'avoir un chien comme lui qui lui correspond parfaitement. Et c'est complètement OK que ce soit pas un chien Acadia, quoi. Ouais. Il a trouvé sa place. Trop cool. Ouais, j'imagine que ça permet aussi, dans tous les cas, ça permet des beaux replacements et des belles qualités de vie. C'est ça l'objectif, quoi. Ouais, c'est aussi un super moment pour nous quand on voit des chiens avec lesquels on a tenté de travailler puis ça fonctionne pas, de les voir bien placés derrière. C'est aussi important pour nous que de placer des chiens après avec des bénéficiaires. Ouais, OK. La particularité d'Acadia, c'est quand même de remettre des chiens à des jeunes gens, à des enfants. J'imagine que ça aussi, c'est délicat parce que voilà, on a tous en tête qu'un enfant va pas forcément très très bien s'occuper d'un chien et pas forcément en très bonne capacité de s'occuper d'un chien, même s'il y met toute la bonne volonté et l'amour qu'il veut. Comment ça se gère, ça? J'imagine qu'il y a un gros travail d'équipe aussi avec les parents. Comment ça se gère, ça, de votre côté? Alors, faut savoir que jusqu'à un certain âge, le chien va être remis du coup aux parents. Ouais. Donc, lors de la remise, ça va être les parents qui vont apprendre à travailler le chien, à s'en occuper. On ne peut pas mettre ce poids-là sur les épaules d'un enfant. C'est énorme. C'est une responsabilité, c'est du travail. Donc, voilà, jusqu'à un certain âge. L'âge, il n'est pas défini parce que ça va dépendre de la maturité du jeune et aussi son autonomie par rapport au diabète. On a des jeunes qui, des fois, à 13 ans, sont déjà autonomes au niveau de leur gestion de diabète et on a des jeunes à 16 ans, ils commencent tout juste, donc c'est vraiment après du cas par cas, mais effectivement c'est surtout les parents qu'on forme sur les jeunes enfants. L'enfant, il est là pour profiter juste de son chien. Non, c'est cool. Du coup, Acadia, c'est une association qui est assez jeune. Vers quoi est-ce qu'elle tend aujourd'hui? Vers quoi elle souhaite se développer? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles qui arriveraient? Il y a plusieurs axes de développement aujourd'hui pour Acadia. On en parlait tout à l'heure. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, les chiens étaient essentiellement, pendant leur formation, chez des éducateurs. On essaye de développer un réseau de familles d'accueil pour soulager un petit peu les éducateurs et pouvoir former plus de chiens potentiellement. Ces familles d'accueil, elles sont formées par une éducatrice aussi référente pour pouvoir amener un confort de vie pour le chien, respecter les besoins, etc. Donc on cherche des familles d'accueil qui seraient prêtes à accueillir des chiens et à accompagner Acadia dans cette jolie vocation. Ça permettrait de répondre à plus de demandes. Comme on le disait, il y a beaucoup de dossiers en attente et on n'est que 9 formateurs aujourd'hui en France. Donc il y a cet axe-là de développer ce réseau de familles d'accueil. Il y a l'axe aussi de développer à long terme, on aimerait bien des antennes pour pouvoir avoir des éducateurs un peu plus dans toute la France. Aujourd'hui, les chiens sont remis dans toute la France. Ouais. Mais c'est vrai que l'école, elle est sur Livron-sur-Drôme. Les éducateurs sont autour, à plus ou moins 2-3 heures, pour pouvoir se rendre régulièrement à l'école pour les regroupements. Donc l'idée, ça serait de pouvoir développer toujours dans toute la France, pour toujours pouvoir former plus d'éducateurs et former plus de chiens et répondre à cette demande qui est importante. Ouais. Et donc du coup, vous êtes que 9 éducateurs formés aujourd'hui à la détection du diabète, c'est ça ? Oui. En France, en tout cas. Oui, en tout cas pour former des chiens d'assistance, donc c'est-à-dire qui ont les accès aux lieux publics notamment. Ok. Donc si on entend, c'est un petit appel que tu passes là. Bien sûr. Donc il faut des familles d'accueil pour Acadia. Oui, Acadia recherche des familles d'accueil, donc essentiellement en Rhône-Alpes et aussi dans le sud de la France.
Après, on est ouvert, vu qu'on est dans un projet d'étendre un petit peu à toute la France. Et Acadia recherche aussi des fonds, surtout ça c'est important. Comme on le disait, c'est une association qui peut vivre que par des dons et des mécénats. Donc c'est important si on veut pouvoir étendre tout ça et aider de plus en plus de jeunes et de parents et de familles de pouvoir avoir des dons. Yes, trop bien. Et du coup, ça sous-entend donc que vous avez toujours des chiens en fait chez vous en formation, quasiment? Oui, ça tourne après, quand même beaucoup, j'imagine. Ça tourne, mais après, on respecte un peu le rythme aussi de l'éducateur. Donc, il peut y avoir des temps de pause de quelques mois parce que nos projets de vie changent, parce qu'on a déjà des chiens personnels qui nous demandent aussi pas mal d'investissement. Donc voilà, après, globalement, on remet tous au minimum un chien par an. Okay. Mais si une autre chien a été formé en 6 mois, par exemple, on a 6 mois un petit peu de recherche potentielle d'un autre chien. S'il s'en présente un, tant mieux. Et sinon, on patiente. Ok, très bien. Donc oui, il faut quand même être prêt, vous en tant qu'éducateur, parce que j'imagine que Acadia recherche aussi des éducateurs, ou pas? Alors ce sera surtout sur des futures antennes, parce que là actuellement on est 9 sur le même secteur, donc on couvre quand même beaucoup de choses. Mais dans le cadre de futures antennes un petit peu dans la France, effectivement, il y aura de possibilités d'être formé et puis d'intégrer Acadia. Ok, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut quand même être prêt à accueillir un autre animal chez soi, en plus de son chien. Et, un autre animal qui potentiellement est issu de refuge et qui a son passé, sa gestion à faire. Nous, en tant qu'éduc, on peut en parler, mais on a eu tous les problèmes qu'on peut rencontrer en tant qu'adoptant. Donc, on a eu des destructions, des problèmes de solitude. Ça demande beaucoup d'aménagement. Et c'est un gros investissement en tant qu'éducateur d'avoir un nouveau chien chez soi à consacrer autant de temps, d'énergie et intégrer dans le foyer. Oui, on engage vraiment tout notre foyer. Donc, ça peut être nos partenaires, ça peut être nos autres animaux. Moi, personnellement, j'ai 4 chats. Donc, c'est sûr que des fois, on a des chiens qui sont soi-disant OK chats. On les accueille et des fois, c'est pas du tout le cas. Il faut être prêt. Alors après, on est solidaires et on a toujours des solutions. Mais il faut être prêt à accueillir ça. Et c'est vraiment un investissement au niveau du foyer, de la famille au grand complet. Ouais, c'est important de le souligner parce que effectivement, j'imagine que vous êtes un peu expert en cohabitation à vos dépens. Oui, complètement. Il faut une grande résilience aussi pour les éducateurs canins. C'est un critère de sélection. Complètement. Et au sein de la famille humaine entière aussi, il faut de la résilience aussi. C'est vrai. Des couples qui explosent. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Trop bien. Ok. On peut passer à la partie conseil. Ça vous va? Qu'est-ce que vous diriez ou vous pourriez conseiller à quelqu'un qui se sentirait concerné par ce dispositif, soit en tant que bénéficiaire, soit en tant qu'éducateur, qui découvrirait la mission d'Acadia aujourd'hui à travers cet épisode? Alors, en tant que bénéficiaire, déjà, il faut savoir que pour poser un dossier, il faut passer par le site d'Acadia. Il faut aussi prendre conscience que c'est des chiens. Donc oui, c'est des chiens d'assistance, mais c'est quand même l'accueil d'un chien qui a ses besoins, qui a, comme on a dit, sa personnalité. C'est pas des chiens robots. Donc ils ont tous des émotions. Il y a des chiens qui sont dynamiques, qui prennent de la place. C'est pas des peluches. Donc faut être prêt à cette charge d'accueillir un chien à la maison. Avant tout, tout à fait. En plus, c'est des familles qui sont déjà bien fatiguées, qui ont beaucoup de responsabilités vis-à-vis de leur enfant diabétique. Donc, c'est sûr que les premiers temps, c'est une charge en plus. Et ça, il faut en être conscient. On a beau le dire, je pense que tant qu'ils ne le vivent pas, c'est compliqué. Parce que pendant 1 an, eux, ils continuent le travail qu'on a mis en place. Parce que pour le chien, c'est un nouveau foyer, c'est de nouvelles choses. Donc, c'est tout un travail et c'est des choses à faire en plus de toutes les contraintes qu'ils ont déjà, avant que ça se pérennise, quoi. Pour la partie éducateur, il est toujours possible d'envoyer un CV et puis éventuellement, si c'est même des éducateurs en formation, de faire des stages, des choses comme ça. Par contre, faut savoir qu'il n'y a pas d'embauche actuellement et que c'est vraiment dans le cadre où il y a une antenne qui se crée qu'effectivement, il y aura des possibilités de... Et quand je dis embauche, ce n'est pas vraiment le cas, c'est des prestataires de services. Donc, il faut avoir son entreprise et pouvoir travailler à son compte auprès d'Acadia. Très bien. Je vais vous poser la question signature de ce podcast, la question à 100 000. Qu'est-ce que ça a du coup changé à votre vie de pouvoir rejoindre Acadia? J'ai envie de la personnaliser un peu. Moi, ça m'a vraiment permis d'allier cette casquette d'aide-soignante et d'éducateur.
dans le fait de soigner autrement, qui était mon projet vraiment de base. Donc pour moi, c'est vraiment un peu la boucle bouclée. Et ça m'a permis aussi au niveau de ma pratique d'éducateur de gagner en technique. Parce que voilà, on travaille sur des comportements précis, de la précision. Et chaque chien qu'on accueille a une motivation et une réflexion qui est différente. Et des fois, moi, je sais que ça m'est arrivé sur Ritz, par exemple, de devoir sortir de nos protocoles parce que, voilà, en éducation, il n'y a pas de protocole, même si on en a. Chaque chien est différent et de pouvoir sortir de ce cadre-là pour trouver qu'est-ce qui va fonctionner avec ce chien-là. Et donc, on est en perpétuel apprentissage nous-mêmes avec des nouveaux chiens, avec des nouvelles personnalités. Et ça, c'est quelque chose de très riche pour notre pratique après professionnelle auprès aussi de nos clients, quoi. Oui, parce qu'on n'a pas parlé, mais vous êtes aussi éducateur à titre indépendant à côté d'Acadia. Oui, donc j'imagine que c'est une double expérience hyper intéressante. Oui, tout à fait. Il y a la partie olfaction aussi qui est super importante et intéressante à travailler. Et je trouve qu'Acadia, pour le coup, nous a ouvert tout un monde sur le flair au niveau des chiens, leur capacité qu'on soupçonne. Mais quand on est dedans et qu'on le travaille, on se rend compte à quel point c'est incroyable. Donc ça a été vraiment un super point aussi pour nous. Et c'était très enrichissant en tant qu'éduc. Et puis en tant que personne, c'est vrai que faut se remettre en question le chien qu'on a à la maison, comment le gérer, comment mieux l'accompagner, quand il faut arrêter aussi et il faut savoir le placer chez la bonne personne. Donc je pense que pour notre pratique d'éducateur, ça a été vraiment très très riche. Et puis aussi en tant qu'éduc, travailler en équipe. On est une équipe de quand même 9 éducs avec une super coordinatrice. C'est vraiment des liens forts qui se sont créés et puis on peut vraiment communiquer, travailler ensemble. S'appuyer, se remettre en question quand il faut, dire j'ai ce chien-là, qu'est-ce que t'en penses, donc ça il y a un travail collaboratif à Acadia qui est vraiment chouette et qui fait du bien en éducation canine aussi. C'est vrai que dans notre métier on est souvent tout seul. Et là c'est vrai que ça apporte vraiment ça, à la raison Laura, c'est ce soutien et ce travail d'équipe finalement en fait. Ouais, trop bien, trop chouette. Est-ce qu'il y a des ressources que vous aimeriez partager à nos auditeurs ? Alors moi, sur un livre qui me parle plutôt bien, que je trouve plutôt bien fait et accessible à tout le monde, j'ai envie de parler du livre de Audrey Ventura, c'est Le chien, cet animal qui nous échappe, qui est très intéressant, très dans l'air du temps. Donc s'il y en a un à lire, pour moi, c'est celui-là. Ok, trop bien. Toi, Laura ? Elle sait pas lire. Attention, parce qu'une vanne comme ça, je peux la garder. Ouais. Tu vois, je sais cliquer, mais je sais pas lire. C'est vrai que moi, je suis moins portée sur la lecture, même si c'est super important, mais moi, je suis très pratique. Donc, c'est vrai que, je sais pas, je pense que je pourrais citer 10 formations qui ont été super importantes pour moi, où je suis allée à la rencontre de professionnels. Je sais pas, moi, par exemple, en détection canine, je pense à Pauline Adrury, où j'ai fait une super formation avec elle. Wim de Kinder aussi, pour le coup, où j'ai fait une super formation aussi, toujours en détection canine. Donc c'est des ressources plutôt pratiques, mais ça va être ça, moi, plutôt. Ok, trop bien. Et à qui est-ce que vous passeriez le micro pour un prochain épisode ? J'ai pas de nom comme ça en tête à donner, mais je trouve que peut-être donner la parole à ceux qui travaillent en refuge, que ce soit des agents ou des responsables de refuge, c'est un truc qui nous tient particulièrement à cœur toutes les deux, mais on voit énormément de chiens en refuge avec parfois des passés compliqués ou non connus, peu importe, mais les placements sont de plus en plus compliqués. Les gens veulent des chiens un peu clés en main alors que finalement c'est quand même délicat. Et bien qu'il y ait beaucoup de gens très très motivés en refuge à faire les choses bien, je trouve qu'il y aurait forcément autre chose à faire en plus en termes de soit de production de chiens, soit de méthode d'apprentissage, soit de placement de chiens derrière. Donc je pense que ce serait important de donner la parole à ces gens parce qu'il y a un énorme foyer de chiens aujourd'hui en France et on a beau faire des placements, il y en a toujours plus qui reviennent en refuge et on en voit difficilement le bout. Donc si à un moment il y avait quelqu'un qui avait les clés pour modifier ça, je pense que ce serait la super personne à avoir au micro. Très bien. Je vais me lancer dans cette quête. Ouais, ce serait beau. Trop bien. Ok, où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs qui souhaiteraient suivre vos travaux, découvrir un peu qui vous êtes de manière un peu plus individuelle ou alors découvrir Acadia ?
Mais à titre personnel, j'ai une page Facebook qui s'appelle D'une même voix éducation canine, donc D'une même voix VOIE, où je tente de mettre un petit peu de contenu régulièrement. Et puis sinon, Acadia, on peut le suivre via leur page Facebook également, où on a également une page Instagram d'ailleurs à Acadia. Donc voilà. Très bien. Et pour ma part, pareil, page Facebook, page Instagram Envie Canine, donc comme une envie canine, et également un site internet que j'essaye de tenir un petit peu à jour. Très bien. Bon, c'est noté. Et merci beaucoup à toutes les deux. C'était super. Trop bien. Merci beaucoup d'être passées là. Merci beaucoup à toi. À bientôt. Ouais. À bientôt. Salut. Merci beaucoup de vous être rejoints à ma conversation avec Laura et Alexia et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @acadia26 et @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!